Bonjour à tous. Nous allons commencer cette séance consacrée à la chirurgie, à la phlébologie, organisée par notre vice-président Albert-Claude Benamou, avec la Société de chirurgie... Société française de phlébologie. Avec la Société française de phlébologie. Nous allons commencer la séance par évoquer le souvenir d'un ancien académicien décédé il y a peu à Rennes. Il était chirurgien orthopédiste, chef de service, et il s'appelait Jean-Louis Husson. C'est Bernard Lenoir, qu'il connaissait bien, pour l'avoir accompagné toute sa vie professionnelle à Rennes, qui m'a demandé d'annoncer son décès. Je passe maintenant la parole à notre secrétaire annuel, Jean-Louis Béraud, qui va vous faire le résumé de la séance précédente. Monsieur le Président, chers collègues, l'Académie avait reçu, lors de la dernière séance, la Société française de chirurgie digestive, et Stéphane Berda et Jérémy Lefebvre avaient choisi 5 présentations particulières qui ont été exposées. La première communication donne quelque espoir dans ces pathologies difficiles de l'ésophage et de la jonction gastro-ésophagienne. En effet, Guillaume Kissen de Lille a présenté les premiers résultats d'une étude dans le traitement actuel des tumeurs de l'ésophage de la jonction éso-gastrique localement avancée après radiochimiothérapie néoadjuvante suivie de chirurgie. Il s'agit d'un traitement immunologique qui utilise l'anticorps nivolumab. En effet, le taux de récidive est élevé, surtout si la résection n'est pas R0, et il n'y a pas de traitement adjuvant établi. Le but de cette immunothérapie est donc de rendre aux lymphocytes la capacité de détruire les cellules tumorales en neutralisant la résistance de celles-ci. En vue de résultats prometteurs, cette étude contrôlée randomisée, multicentrique et internationale a inclus 794 patients dans un bras nivolumab et dans un bras placebo en adjuvant après la chirurgie. 2 tiers étaient des adénocarcinomes, 1 tiers des carcinomes épidermiques. L'immunothérapie a été bien tolérée. La médiane de survie est de 11 mois dans le groupe placebo et de 22,4 dans le groupe nivolumab. Le risque de récidive ou de décès est réduit de 31%. Ces résultats représentent donc une avancée significative, établissant le nivolumab en adjuvant comme un potentiel nouveau traitement de référence. Question, Hubert Joannet, pourquoi certains n'ont-ils pas répondu? Peut-on envisager ce traitement en néoadjuvant? Tout dépend de l'expression de l'anticorps sur lequel le nivolumab agit. Plus il est exprimé, mieux cela marche. Les études ont débuté en néoadjuvant. Gilles Béraud, utilise-t-on l'immunothérapie dans d'autres tumeurs digestives? Oui, une étude est en cours sur le côlon chez des patients avec instabilité des microsatellites. Deuxième communication, Maxime Collard de Paris, concernant la chirurgie itérative après un échec d'une anastomose colorectale ou coloanale, sauvetage anastomotique, mais pour quel résultat fonctionnel? Le taux de fistule après anastomose colorectale basse ou coloanale est important, de 5 à 20% dans les séries. Le taux de stomie définitive est entre 6 et 10%. Pour essayer de conserver la continuité, on peut tenter de refaire une anastomose plutôt qu'une stomie définitive. Il y a seulement 6 études, dont 5 françaises, sur ce sujet. Au prix d'une morbidité non négligeable, les résultats techniques sont bons, environ 80% de succès, mais les résultats fonctionnels sont assez mal analysés. L'étude menée à l'hôpital Saint-Antoine a repris tous les patients ayant eu une réfection d'anastomose sur 11 ans. Ont été étudiés le résultat fonctionnel, la sexualité, les troubles urinaires, la qualité de vie. Sur 127 patients éligibles, 57% ont pu être évalués. Le résultat fonctionnel qui s'améliore avec le temps est bon dans 42% des cas, médiocre dans 42%, et dans 12%, une stomie a été réalisée. Les troubles sexuels sont fréquents, les troubles urinaires mineurs, et c'est surtout le résultat fonctionnel qui conditionne la qualité assez satisfaisante dans cette étude. Les résultats de cette chirurgie itérative sont donc finalement assez proches de ceux obtenus en première intention. Pas mal de questions. Jean-Luc Bouillot, avez-vous constaté une différence de résultats fonctionnels entre l'anastomose coloanale et l'anastomose colorectale?
Réponse, il y a peu de reprises d'anastomose colorectale, c'est difficile à dire. Richard Villet, commentaire, dans votre cohorte, vous n'avez pas pris un groupe témoin de votre propre service. Avez-vous confectionné des anastomoses avec réservoir? Il n'y a pas de série comparative sur les anastomoses itératives. Il est très difficile de réaliser un réservoir dans ces reprises difficiles. Hubert Joannet, qui a évalué le score de qualité de vie? Quel est le délai d'appréciation du résultat fonctionnel après chirurgie sans complications? Le score a été évalué dans le service, mais il n'y a pas de biais car c'est un score simple. Le délai est plus court, de 6 mois à 1 an. Francis Michaud, 2 commentaires. Le délai paraît un peu plus long, plutôt 12 à 18 mois. Il faut garder un petit moyeu rectal, mais pas très utile. Avez-vous remarqué les différences en fonction du temps et des techniques? Laparoscopie, abord rectal premier. Tous les patients ont une laparotomie. Les techniques ont peu évolué. La dissection poussée depuis le canal anal est peut-être à développer dans l'avenir. Bernard Cron, commentaire. La technique pousse-roux est déjà ancienne et bien utile parfois. Cela est assez proche des techniques de SOAV et Beaulieu, et les résultats à long terme sont assez satisfaisants. La troisième communication concernait les stomies après résection du rectum. L'utilisation sélective de la stomie après totale mésorectale oxygène pour cancer, selon le risque personnalisé de fistule anastomotique. C'était une étude de phase 2 sous-adultère. Une stomie de protection est classiquement réalisée à la fin d'une résection rectale pour cancer, lorsque l'anastomose est basse, sous-péritonéale. Une grande étude randomisée, celle de Mathissen en 2007, a montré que cela diminue d'un tiers le taux de fistule, et cela diminue aussi le nombre de réinterventions en cas de fistule. Il a aussi été montré, notamment par un long suivi des patients de cette étude, que les résultats fonctionnels tardifs sont moins bons lorsqu'il y a une stomie, et que la stomie a une morbidité propre d'environ 17%. De plus, seulement 30% des patients opérés sans stomie ont une stomie secondaire. D'où l'idée d'une approche sélective, individualisant le geste chirurgical. À partir d'un score validé de facteurs de risque, 122 patients ont été divisés en 2 groupes. Faible risque, pas stomie, haut risque, stomie fermée à J8 en l'absence de sepsis ou fistule. Ont été étudiés le taux de stomie à 1 mois, le taux de fistule à 1 mois et le résultat fonctionnel à 6 mois. On a pu ainsi montrer que le taux de stomie est diminué de 90% dans le groupe à faible risque, qu'il n'y a pas d'augmentation du taux de sepsis pelvien et que les résultats fonctionnels sont meilleurs à 6 mois. Question, Michel-Henri Delcroix, pourquoi mettre le tabagisme dans les facteurs de risque non modifiables? Le tabagisme ancien, même si on arrête 3 mois avant, reste un grand facteur de risque, malheureusement non modifiable. Richard Villet, la randomisation se fait-elle après l'intervention? Utilisez-vous une épiplastie? On s'adapte au contexte durant l'intervention. Si l'énéostomie est prévue et que l'intervention se déroule au mieux, on la referme vite. Si elle n'était pas prévue, et si les conditions opératoires sont délicates, on la réalise. Et si les suites sont simples, on la referme vite. L'épiplastie n'est utilisée que dans les reprises. Hubert Joannet, un commentaire. On a besoin d'études montrant qu'on peut éviter une stomie dans certains cas favorables, car il y a une incidence médico-légale. Pourquoi la présence d'une stomie temporaire quelques semaines péjore-t-elle le résultat fonctionnel? Au vu d'études bien conduites, les recommandations vont changer. Et de plus, l'attitude actuelle en cas de fistule est une reprise très rapide, par voie basse ou célioscopie, qui est peu agressive. Quant à la stomie, il n'y a pas de réponse très claire. Avoir le côlon exclu n'est pas physiologique, et la modification du microbiome peut sûrement intervenir. Un commentaire de Philippe Marr, cette dernière approche d'un geste rapide en cas de complications est la même en chirurgie bariatrique. Ensuite, Alexandre Péteil a présenté des complications post-opératoires après gastrectomie par cystoscopie ou par laparotomie, étudiant une cohorte de 10 343 patients par le PMSI. Plusieurs études ont montré la faisabilité et l'intérêt de la gastrectomie partielle par laparoscopie. Ceci est moins net pour la gastrectomie totale. Et rapporté une étude prospective nationale de 2013 à 2018 réalisée grâce au PMSI. Le but était de comparer la morbidité et la mortalité de la gastrectomie par laparotomie et par cystoscopie. Le critère de jugement principal était la morbidité au 90e jour. Sur 10 343 patients, les interventions se répartissent à moitié entre gastrectomie partielle et totale, et 14% sont réalisées par cystoscopie. L'analyse montre qu'il y a un bénéfice de la cystoscopie pour les gastrectomies partielles sur la morbidité et la durée d'hospitalisation, mais pas pour les gastrectomies totales, en raison du nombre de réinterventions et des sténoses anastomotiques. On note aussi un fort impact du volume d'activité sur la morbimortalité. Question, Philippe Marr.
Comment expliquez-vous la fréquence des sténoses de l'anastomose ésogastrique? L'agrafage est mécanique, avec une pince circulaire de 23 ou 25 mm, alors que par l'aparotomie, la suture est souvent manuelle. Hubert Joannet, commentaire, il y a une nette amélioration avec l'utilisation des fils crantés qui facilitent l'anastomose manuelle, mais cela depuis 2017 seulement. Jean-Luc Bouillot, le nombre d'éventrations est le même dans les deux groupes, cela est surprenant. Avez-vous des précisions sur le les bariatriques ont une grande expertise, notamment dans l'utilisation des nouvelles pinces anastomotiques, et sont à même de pratiquer au mieux ces gastrectomies, notamment totales. Les éventrations sont sûrement moins importantes en laparoscopie, mais l'étude ne donne pas assez d'informations, de même pour le curage. Le problème majeur pour la qualité technique est le faible nombre de cas opérés dans certains centres. Il faudra sans doute modifier les seuils. Philippe Marc, commentaire, les chirurgiens bariatriques sont des chirurgiens digestifs qui sont en général à même de réaliser toute chirurgie oncologique. Richard Villet, comment voyez-vous l'évolution des bases de données dans l'avenir? Il faut essayer d'utiliser au mieux les données fournies grâce au système de santé français, en étoffant le recueil à la PAT, classification TNM, etc. La dernière communication de Michel Prudhomme de Nîmes concernait le problème de la prévention des éventrations péristomiales avec ou sans prothèse. Une étude randomisée multicentrique en double aveugle. L'éventration péristomiale, qui est très fréquente, altère la qualité de vie des patients. La réparation sans prothèse conduit à de nombreuses récidives et plusieurs études randomisées sont contradictoires. L'étude présentée est randomisée multicentrique, plutôt français. Dans l'un des deux groupes, une prothèse a été interposée en intermusculaire de la confection du colostomie, pas dans l'autre. L'évaluation était trimestrielle pendant 2 ans. Sur 4 ans, 200 patients ont été inclus. Il n'y a eu aucune infection de prothèse. Le taux d'éventration est le même dans les deux groupes à 24 mois, 28 et 31%. La mise en place d'une prothèse ne permet donc pas de prévenir efficacement la survenue d'éventration. Il faut réfléchir à de nouveaux positionnements et de nouveaux types de renforts. Question. Dans le Bouillot, le concept est bon. Le problème est la réalisation technique. La prothèse est sans doute trop petite du fait de la loge intramusculaire étroite et non fixée. Il faut ouvrir la ligne blanche externe. Dans les reprises, avez-vous trouvé l'orifice dans la prothèse et sur le pourtour? Et le trou dans une prothèse fragilise, ce que nous avons retrouvé lors de plusieurs réinterventions. Hubert Joannet, on peut peut-être mieux pariétaliser, on peut essayer de créer un trajet en chicane. Gérard Benoît, quelle technique utilisez-vous pour les éventrations après Bricker? Réponse, il n'y a pas d'études importantes, c'est plus rare, on met là en place volontiers une prothèse intrapéritonéale selon la technique de Sugerbacker. Guillaume Pourchet, que pensez des prothèses 3D? Ce sont des prothèses préformées accompagnant la colostomie dans son trajet pariétal. Elles sont actuellement en évaluation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Louis. On m'entend? Oui. Merci beaucoup de cette excellente présentation. Je crois que Raymond Polo veut intervenir. Vous arrivez à vous connecter ou pas? Pas du tout, moi je suis comme les autres, moi j'ai mon YouTube, mais je vois l'Académie, la séance de mercredi dernier, je ne vois pas la séance d'aujourd'hui. Raymond, il faut... Vous avez cliqué sur le lien? J'ai appliqué là, voilà, le lien est où est-ce qu'il serait là-dessus, je vois les yeux, c'est comme ça. Bon, écoutez, ce que je vous propose, comme vous êtes dans mon téléphone, je crois que vous avez juste un commentaire sur la très belle communication. Je vais passer par le micro. Pour ceux qui ne savent pas que vous êtes chirurgien à Metz et que vous avez une grande expérience de la chirurgie, notamment digestive, et vous vouliez faire un commentaire sur les stomies, disons la randomisation ou la proposition des stomies en fonction du degré de risque, et éventuellement faire une communication à l'académie. Mais si vous avez un commentaire, je vous propose de le faire. Est-ce que vous pouvez donner votre adresse mail à Pascal? Oui, Alors, en attendant que Raymond... Oui, tu as un mot à dire? oui, donc, monsieur, une seule information pour cette semaine. Donc, pour vous dire que donc nous avons fait ce matin le bilan de la présence de l'Académie sur les réseaux sociaux, puisque ça fait 1 an que nous avons avec nous un community manager, et donc et que l'Académie est présente sur à la fois LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter.
et évidemment YouTube, mais ça c'est beaucoup plus ancien. En fait, les résultats sont très bons. Nous avons regardé quelles étaient les séances les sujets qui étaient les plus suivis et retraduits. Et également, nous avons regardé comment améliorer encore la présence de l'Académie sur les réseaux sociaux, qui paraît maintenant essentielle. Notre community manager nous a recommandé chaudement de développer l'information grand public. Ce que nous faisons déjà, puisque nous enregistrons régulièrement les clips vidéo sur des questions intéressantes au grand public. Nous allons encore le faire aujourd'hui au décours de cette séance. Voilà, Monsieur le Président.